Bonjour à tous et bienvenue sur Pas de tir. Aujourd'hui, on s'attaque à un duo mythique, l'AR-15 et le Glock. Mais attention, pas pour les encensés. Imaginez-les plutôt comme les Laurel et Hardy des armes à feu. Un duo inséparable, célèbre dans le monde entier, mais pas forcément pour sa perfection. Non, plutôt pour ses défauts communs. Des défauts qui sont presque devenus leur signature. Tout part de cette petite phrase qu'on entend un peu partout, et elle résume parfaitement le problème. Elle nous dit que ce qui lie ces deux armes, ce n'est pas tant une supériorité technique, loin de là, c'est une hégémonie, une domination quasi totale du marché. Et une domination pareille, ça mérite qu'on s'y penche de plus près, non ? Bon, il faut être honnête, l'AR-15 et le Glock, ce sont les rois, c'est indéniable. C'est devenu le choix par défaut, la référence absolue, qui a complètement façonné le paysage du tir moderne. Alors oui, il y a eu du bon, ça a démocratisé l'accès, c'est sûr, mais, comme on va le voir, il y a aussi eu du moins bon. Leur règne est tellement complet qu'ils sont devenus la norme, l'étalon auquel on compare tout le reste. Pensez-y, des youtubeurs aux débutants, tout le monde, ou presque, passe par eux. Et ça crée une sorte de cercle vicieux, une boucle d'influence qui finit par écraser toute diversité et par conditionner notre façon même de penser le tir. Mais voilà, derrière cette façade de roi du monde, la réalité est, disons, moins glorieuse. Et pour s'en rendre compte, on va commencer par la base de la base, l'ergonomie. Et c'est là que ça devient intéressant parce que sur ce point précis, nos deux compères partagent une faille de conception qui est étonnamment similaire. C'est ça qui est fascinant, c'est cette symétrie dans le défaut. D'un côté, on a la poignée du Glock, carrée avec un angle improbable qui semble avoir été dessiné sans jamais avoir vu une main humaine. Et de l'autre, on a le levier d'armement de l'AR-15 placé à un endroit qui défie toute logique pratique. Non vraiment, ce n'est pas une coïncidence, c'est le premier gag de notre duo comique. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Les problèmes d'ergonomie du Glock, c'est un peu le secret le mieux gardé que tout le monde connaît. Tout le monde sait que la prise en main est problématique, beaucoup galèrent avec, mais chut, personne n'ose le dire trop fort. C'est comme si on commettait un crime en critiquant la soi-disant perfection. Et pour la R15, on n'est pas sur un petit inconfort. Le placement de son levier d'armement, c'est une pure aberration. Tant que tout va bien, bon, on fait avec. Mais à la seconde où un incident de tir arrive, cette conception devient un vrai cauchemar. Ça complique énormément les manipulations et ça transforme un petit pépin en situation potentiellement critique. Ok, on a vu l'ergonomie, maintenant attaquons-nous au deuxième grand mythe, la fiabilité. C'est l'autre pilier sur lequel repose toute la légende du duo Glock/AR-15. On nous vend une performance sans faille, du « ça marche toujours », sauf que la réalité du terrain, elle, raconte une histoire un peu différente. Et cette définition, l'arme de beau temps, elle colle à merveille à la AR-15. C'est exactement ça. Sur un pas de tir tout propre, tout beau, aucun souci. Mais dès qu'on sort de là, dès qu'il y a un peu de poussière, de la boue, des conditions un peu rudes, eh bien sa fameuse fiabilité devient tout de suite beaucoup plus conditionnelle. Disons qu'il vaut mieux être un peu maniaque sur l'entretien. Côté Glock, le problème est ailleurs. Et il est de taille. Pour le démonter, il faut appuyer sur la détente. Je le répète, il faut appuyer sur la détente. Cette étape, elle est unique en son genre et pour cause, c'est une faille de sécurité béante directement intégrée dans la conception. Le nombre d'accidents que ça a causé, même chez des tireurs confirmés, c'est juste hallucinant. Et l'AR-15, quand il décide de s'enrayer, il ne fait pas les choses à moitié. On parle de blocage catastrophique, comme le fameux enrayage de la mort quasiment impossible à résoudre dans le feu de l'action. Ce n'est pas pour rien si la doctrine américaine martèle la transition vers l'arme de poing. C'est parce que bien souvent, c'est la seule chose qui reste à faire. Alors au final, quelles sont les conséquences de cette domination ? Eh bien c'est assez simple et un peu triste. Les utilisateurs se retrouvent coincés, piégés dans un système fermé qui finit par limiter leurs compétences et, plus grave encore, leur vision globale du monde des armes. Cette hégémonie, ça crée ce qu'on peut appeler un effet silo. C'est-à-dire qu'à force de passer des centaines d'heures à maîtriser les manipulations très spécifiques de ce duo, on développe une mémoire musculaire ultra exclusive et ça devient un vrai handicap le jour où on prend en main une autre plateforme. On est complètement perdu. En fait, ce duo agit un peu comme une espèce invasive. Il colonise tout l'espace et pousse les autres conceptions vers la sortie. Le résultat, une monoculture hyper fragile. Les débutants n'ont qu'un seul chemin tout tracé et la culture de la customisation à gogo mène souvent à des armes Frankenstein, lourdes et surtout pas fiables du tout. D'où cette citation, un peu provoque mais qui tape tellement juste, c'est la poupée Barbie pour les mecs. C'est exactement ça. Une culture de la customisation sans fin qui transforme l'arme en accessoire de mode. C'est une distraction en fait. Ça nous détourne de l'essentiel, les fondamentaux du tir, et ça donne des configurations surchargées qui pèsent le poids d'un âne mort. Bon, alors, la question c'est comment on sort de là ? La première étape, c'est peut-être tout simplement de prendre un peu de recul, de remettre en question cette tendance de fond, et de recommencer à penser
par soi-même. Parce qu'en ce moment, on assiste à une sorte de javélisation du monde du tir. Le mot est un peu fort, je sais, mais il décrit bien le phénomène. Ce standard est en train de tout effacer, de tout stériliser. Il gomme les particularités des autres conceptions. Tout le monde copie les leaders et, au final, l'industrie perd toute sa diversité. Et tout finit par se ressembler. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Cette idée d'une arme parfaite pour tout le monde, est-ce que c'est le fruit d'une conception de génie ou d'un marketing de génie? Peut-être que cette quête de l'arme universelle n'est qu'une illusion. Une illusion qui, au passage, nous empêche de chercher et de trouver l'outil qui est vraiment fait pour nous. Voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère qu'elle vous a intéressé et donné matière à réfléchir. Si c'est le cas, et si vous voulez d'autres contenus de ce genre, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt sur Pas de tir.